Bienvenue à nouveau à toutes et tous à ce premier hub emploi et formation des métiers de la communication et du marketing organisé ici au village Basséa par Place de la Communication, premier réseau des communicants et des marketeurs au nord de Paris. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de plusieurs sujets qui ont trait à l'emploi, à la formation, à l'expérience collaborateur, etc. Et un sujet pas des moindres aujourd'hui qui fait beaucoup débat, qu'on entend, qui nourrit beaucoup les réflexions et les actions des acteurs, qu'on soit côté candidat ou côté recruteur, c'est la marque employeur. Mais on va, au travers de cette intervention aujourd'hui, vous d'abord revenir sur de quoi on parle quand on parle de marque employeur finalement. Il y a plein d'interprétations possibles, des grilles de lecture qui peuvent différer en fonction de son expérience ou de sa fonction. Une fois qu'on aura reposé les bases de qu'est-ce que la marque employeur, on va expliquer finalement quelle est la valeur ajoutée de cette marque employeur et qu'est-ce qu'on en attend à la fois quand on est recruteur, mais aussi pour les candidats, voire même les salariés. Et enfin, et surtout, j'ai envie de dire le comment, finalement. Quels sont les ingrédients et les leviers de la marque employeur à chaque étape de l'expérience candidat et du parcours collaborateur. Pour nous éclairer sur tous ces points, nous sommes ravis d'accueillir notre invité d'honneur ici au Hub Emploi Formation des métiers de la communication et du marketing. Je vous remercie d'accueillir Adrien Vicard. Merci de l'accueillir. Merci beaucoup. Adrien, tu es responsable du développement commercial chez Welcome to the Jungle. Je te laisse la parole et puis je précise tout de suite que vous aurez à la fin de l'intervention d'Adrien l'occasion de participer à un temps de questions-réponses. Ouais. La parole est à toi. Merci Adrien et à tout à l'heure. Déjà, merci beaucoup pour cette introduction qui est extrêmement complète. Ce que je vous propose, on a un peu moins de 45 minutes pour pouvoir faire le point donc, sur les bases de la marque employeur, peut-être une partie de définition. Je voudrais juste, pour que ce soit clair et être certain que tout le monde comprend et connaît en tout cas Welcome to the Jungle. Est-ce qu'on a... Ah, je vois des oui, je connais Welcome to the Jungle. Très bien. Qui connaît aujourd'hui Welcome ? Il y a 3 ou 4 ans, quand je demandais ça, il y avait deux petites mains qui se levaient. Donc maintenant, je suis très content que les gens connaissent Welcome. Généralement, en tout cas, on nous connaît sur la partie média, sur la production de contenu, d'articles, de vidéos, de podcasts, sur notre capacité à pouvoir parler de l'emploi assez différemment et sur un ton plus moderne. On a également une plateforme, donc ça c'est notre modèle. On a une plateforme sur laquelle les entreprises ont construit la marque employeur. On aide en tout cas les entreprises à pouvoir partager et communiquer sur la marque employeur. On va revenir sur ça d'abord au départ, sur les basiques de la marque employeur. Est-ce que quelqu'un, avant que je montre, se sentirait d'expliquer ce que c'est que la marque employeur, ou en tout cas sa perception, sa vision de ce qu'est la marque employeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va oser? Alors, je vous partage, nous, la définition qu'on en a. Aujourd'hui, pour nous, la définition, c'est la référence à l'image et à la réputation que les entreprises renvoient en tant qu'employeurs. On va en parler juste après, mais c'est un processus qui impacte différentes étapes aujourd'hui, du recrutement, passant par l'onboarding des collaborateurs, la vie de l'employé dans l'entreprise et même son départ. C'est également le processus sur lequel on va encourager les entreprises à pouvoir parler de sa culture, parler de ses valeurs, parler de sa mission, parler de ses avantages, parler de ses pratiques RH. Je pense qu'il y a un sujet sur lequel, en tout cas, la marque employeur de Welcome to the Jungle, par exemple, est assez connue, c'est le fait qu'on travaille 4 jours par semaine, payé 5. Donc ça, c'est un attribut de notre capacité à pouvoir flexibiliser le temps de travail et sur lequel on communique beaucoup. Pour le redonner en bref, puisqu'on est encore dans un concept qui est quand même assez récent, la marque employeur, c'est la capacité à appliquer des techniques marketing au management des ressources humaines. On en parlait tout à l'heure avec mes collègues. C'est quelque chose qui est encore répartis entre 2 départements. On a dans certaines entreprises qui sont assez matures sur le sujet et avec lesquelles nous on travaille des responsables marque employeur et même maintenant des responsables marque employeur qui impactent directement différents canaux. Et on a des sociétés où la marque employeur est directement encore portée par les équipes RH et on a des entreprises dans lesquelles il n'y a pas de département, où il n'y a pas de sujet encore marque employeur. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu nécessaire d'investir, de considérer et d'être présent sur ce sujet-là?
on est dans un moment de tension assez fort sur le marché du travail, donc c'est assez positif. On a des taux de chômage qui sont à 7,2%, donc qui sont des taux assez bas, on va dire. On préférait qu'ils soient encore plus bas, mais depuis les 20 dernières années, c'est les taux les plus bas. On le voit, nous, aujourd'hui, sur l'impact que cela peut avoir sur les collaborateurs ou sur les candidatures et sur le fait de rater des opportunités pour les entreprises qui n'auraient pas investi dans la marque employeur auprès des candidats. La vraie valeur ajoutée de la marque employeur, elle est à différentes échelles. La première, c'est sur le pilier de l'attractivité. C'est pourquoi est-ce qu'un candidat aujourd'hui dans un marché aussi tendu viendrait rejoindre votre entreprise. La deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'un employé reste dans l'entreprise. Il va rester pour une culture, il va rester pour des valeurs, il va rester pour certaines pratiques parce qu'il se voit grandir. Mais c'est la deuxième raison, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on garde les talents. On n'est pas que dans une notion d'attraction sur de l'externe, mais on est aussi dans une notion de comment je garde aujourd'hui des talents qui sont un peu plus volatiles. On va le voir après. La troisième, c'est sur l'engagement. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un talent dans l'entreprise aura envie d'aller plus loin, aura envie d'être un ambassadeur de la marque ou de l'entreprise. Sur la qualité de vie au travail, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on impacte également à travers l'investissement dans la marque employeur le bien-être, la productivité des collaborateurs. Et le dernier, est-ce qu'en termes de réputation, il n'y a pas également un impact directement sur un levier business. Dans les bénéfices, alors nous on est vraiment aux premières loges de ce problème-là. C'est sur la qualité des candidatures et le temps passé, on en parlait tout à l'heure, pour une entreprise qui investit dans la marque employeur. L'investissement dans la marque employeur, elle va vous permettre d'avoir plus de transparence. Et aujourd'hui, les candidats, on a plus de 70% des candidats qui recherchent de l'information dans leur parcours avant de postuler. Alors, il y en a plein qui passent sur Welcome to the Jungle, mais Welcome to the Jungle, c'est une des étapes. Aujourd'hui, on a des candidats qui vont aller chercher de l'information sur Google, qui vont passer sur Glassdoor, qui vont aller regarder les critiques, par exemple, sur Balance ta Startup, qui vont aller ensuite sur le site carrière de l'entreprise. Mais le parcours candidat, il ressemble à celui qu'on peut avoir lorsqu'on veut aller réserver un voyage. Maintenant, quand on veut réserver un restaurant, on a une sorte de parcours de confiance avec des tiers sur lesquels on va venir se reposer pour prendre sa décision. Ce que ça crée aussi comme bénéfice, c'est le turnover. La réduction du turnover sur la qualité et l'investissement dans sa marque employeur, c'est un ROI qui est extrêmement fort sur lequel on essaie de sensibiliser, nous les entreprises, également aujourd'hui. Maintenant, on va parler du parcours des collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, il y a 6 étapes que nous, on définit sur l'itinéraire et l'impact de la marque employeur. La première, on en a parlé, c'est sur les notions d'attractivité des talents. Donc, on va déjà parler des 2 séquences qui sont l'expérience du candidat et l'expérience du collaborateur. Et puis, vous le voyez, une petite ligne en dessous sur les ambassadeurs, les employés ambassadeurs. Sur les 2 premières phases, c'est comment j'attire des talents sur l'extérieur et quel est mon processus de recrutement et comment je communique dessus de façon transparente. La deuxième, c'est l'arrivée dans l'entreprise. On va le voir avec 1 ou 2 chiffres clés, mais aujourd'hui, les 60 premiers jours, c'est le moment charnière pour pouvoir créer l'adhésion sur des collaborateurs dans l'entreprise pour qu'ils se sentent intégrés, pour qu'ils participent au futur succès de l'entreprise. On a ensuite le parcours dans l'entreprise, donc les perspectives, la mobilité, l'impact que le collaborateur pourra avoir, l'offboarding. C'est un point sur lequel... en tout cas, moi, je suis extrêmement sensible à ça. Je trouve ça dommage quand un collaborateur part de l'entreprise et qu'il part mal. Sur les 3 dernières années, j'ai eu 3 personnes de mon équipe qui sont parties et avec lesquelles je suis extrêmement content déjà de garder des liens. J'ai mangé avec une des anciennes collaboratrices ce lundi. Elle a eu un nouveau parcours. Elle organise de l'événementiel de luxe dans des lieux assez insolites à Paris. Et c'était ultra intéressant parce qu'aujourd'hui, on est... d'une de ces personnes-là, elles ont énormément de choses à vous apprendre sur pourquoi elles sont parties, ce qu'on aurait pu faire de mieux. C'est aussi des potentiels ambassadeurs, aussi de la qualité des conversations qu'ils peuvent avoir avant et après. Et aujourd'hui, on est aussi dans une question de réputation d'entreprise qui n'est pas seulement
quand l'employé part, mais aussi sa capacité à s'exprimer sur différents réseaux, sur différents échos qui pourront être donnés. Donc c'est pas pour moi, c'est un très bon investissement d'avoir des conversations ouvertes et d'avoir des conversations saines avec des gens qui partent d'une entreprise, parce qu'on le voit, on est aussi dans un phénomène actuellement de boomerang avec beaucoup d'entreprises qui peuvent revenir. Moi, je serais ravi que les 3 personnes qui sont parties de chez Welcome et de mon équipe reviennent à un moment. Le dernier, c'est sur la question de l'ambassadeur. On va revenir sur les 6 étapes rapidement. Et en tout cas, ça m'intéresserait à la fin de laisser un temps de questions et réponses avec vous. Sur les lois de l'attraction, sur l'état des lieux actuel, on est à 47, enfin une entreprise sur 2 en France qui galère à recruter des nouveaux salariés. Et c'est le point que je vous partageais tout à l'heure, plus de 7 salariés, 6 employés, 6 candidats sur 10 qui recherchent de l'information avant de candidater. Ce qui a énormément changé, c'est que c'était des choses que l'on faisait avant plutôt, je vous le partageais, sur des pans de sa vie et des choses plus personnelles, rechercher un partenaire, trouver un restaurant, être à la recherche d'un nouveau voyage. Et désormais, c'est désormais ce qui s'applique à la vie professionnelle. Sur le deuxième point, sur l'attraction, en fait, comment est-ce que l'employeur va se raconter? On a clairement la nécessité d'avoir une identité de marque qui soit cohérente. Aujourd'hui, toutes les marques, toutes les entreprises vont devoir avoir une politique multi-channel de communication entre son site carrière, les différents réseaux sociaux, les job boards, les plateformes sur lesquelles elles communiquent. Donc, c'est en étant le plus cohérent possible et identifiable par les talents qu'elle va pouvoir générer de l'attraction. La présence en ligne. On est aujourd'hui dans un monde qui est extrêmement digitalisé, avec des candidats, des employés qui le sont également. La communication externe. On rencontre encore pas mal d'entreprises qui espèrent que les candidats viennent sur le site carrière pour postuler. Nous, dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à peu près 10% des candidatures. On a des formes de candidatures qui se développent énormément à travers les réseaux sociaux. Là, on a fait une campagne pour Apple qui a fait directement ses campagnes de recrutement pour le retail à travers Instagram. On a des nouvelles campagnes de recrutement qui se font directement, nous, sur le réseau qu'on a développé, en tout cas sur lesquels on commence notre amplification de résonance avec des TikTok. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a énormément de diversification dans le parcours du candidat pour savoir à quel moment et à quel endroit il postule. Le dernier point, et on va revenir dessus, mais sur ce qu'il faut mettre en avant, ça dépend aussi des attentes des candidats qui peuvent évoluer en fonction des périodes. La culture d'entreprise, c'est devenu, en tout cas chez nous, et là, je vous parle vraiment de l'éco Welcome to the Jungle, mais on est plutôt sur une population 20-40 ans. C'est tout ce qui va avoir attrait à la culture d'entreprise. Le deuxième point, c'est les avantages sociaux, les opportunités de carrière, de développement, de mobilité et les engagements sociétaux. Ça, c'est l'étude qu'on a fait l'an dernier, nous, sur la base des personnes qui viennent nous voir, notre audience. On a à peu près 3 millions de personnes qui viennent tous les mois sur la plateforme. Donc, ça nous donne un échantillon qui est assez conséquent pour pouvoir l'analyser. Une personne sur 2 nous dit aujourd'hui que c'est la culture qui est l'élément numéro 1 en facteur d'attractivité avant de postuler. La politique salariale qui a bien remonté. On était post-crise sanitaire sur quelque chose qui s'était dégradé. Aujourd'hui, on a des requêtes qui sont assez fortes. Je pense que contextuellement, il y a une tension, que ce soit lié à la hausse des taux d'intérêt, que ça soit lié à l'inflation, qui a fait que ce critère est remonté énormément nous, dans les sujets et les attentes des candidats. Et on en discutait juste avant. Sur la politique salariale, en tout cas, nous, on n'a pas le sentiment que ça soit lié à des hauts salaires, mais ça va être lié à des questions de transparence sur les salaires, de compréhension sur la grille salariale, de capacité à pouvoir combler le gap de parité entre les hommes et les femmes. Et c'est plutôt sur ces notions-là que nous, ce critère remonte. La politique de temps de travail, la flexibilité sur le télétravail, pour nous, ça rejoint un peu les questions de flexibilisation du temps et flexibilisation de la localisation. On n'a pas aujourd'hui 80% des candidats qui nous demandent à être en remote totalement.
ou qui demandent à travailler 4 jours par semaine. Mais une des attentes, elle va être sur la capacité à pouvoir faire confiance aux collaborateurs pour qu'ils puissent ponctuellement travailler depuis chez eux ou ponctuellement travailler depuis, sur des rythmes plus fractionnés. Sur le processus de recrutement, généralement, on a plusieurs temps distincts. On a le début, donc on lance sa campagne de recrutement, et puis on a le moment où le candidat il arrive, donc le moment d'embauche. Nous, on a distingué 8 différentes étapes sur lesquelles il faut faire attention, ou en tout cas sur lesquelles l'investissement est nécessaire. Donc le lancement de la campagne. Ensuite, on a la publication de l'offre d'emploi et donc les différents canaux que l'on va utiliser. Ils ont un sens aujourd'hui pour les candidats. Les candidats sur Welcome to the Jungle, par exemple, nous font confiance sur la qualité éditoriale. Ce lien de confiance, il se traduit par ensuite des personnes qui vont aller migrer sur la plateforme pour aller regarder si l'entreprise est présente. La présélection des candidatures. Aujourd'hui, on a certains job boards sur lesquels il y a des candidatures extrêmement volumiques, mais donc qui prennent du temps aussi bien au côté RH que côté candidat. Les entretiens, ce qu'on met en place dans le processus d'entretien, le nombre d'étapes, la façon dont c'est géré aujourd'hui, les éventuels tests, études de cas, et ça c'est vrai que ça fait partie de la culture et de la marque employeur, la prise de décision, le check de référence et le moment de l'embauche. Sur les prérequis, nous, le fait que ça soit communiqué de façon transparente, le fait que ça soit planifié de manière adéquate, aujourd'hui, c'est des choses qui sont demandées par les candidats. Un des sujets sur lesquels je vois beaucoup de critiques en ce moment sur les différents réseaux sociaux, c'est lorsque la fiche de poste référencée n'inclut pas assez de détails, reste trop générique. Arnaud en parlait tout à l'heure, lorsqu'on a des titres de jobs qui ne correspondent pas à la réalité sur des responsables communication qui sont en fait des rôles de stage. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lesquels les entreprises ont tout intérêt à être extrêmement claires. La présentation qui soit la plus détaillée possible de la culture et des différents avantages. On a vu que c'était le critère numéro 1 d'attractivité des candidats. Les canaux de recrutement diversifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus un canal. Il n'y a pas que Welcome to the Jungle. Les boîtes doivent être sur 6-7 différents canaux parce que ça fait partie du parcours candidat de pouvoir postuler à différents endroits. Le suivi avec le feedback et le contact également de la part des personnes qui sont dans le process. Ça, c'est un point, nous, qu'on a expérimenté. L'an dernier, je n'étais pas super content parce qu'on devait recruter, doubler la taille de mon équipe. Et on avait un temps sur le processus de recrutement qui était de 18-19 jours. Et je voyais qu'à la fin de certains processus, on avait des super candidats avec qui on avait échangé de façon très positive et qui n'avaient pas sélectionné Welcome to the Jungle. Alors, je trouvais qu'on était super attractif, qu'on avait parlé des perspectives de notre nouvelle levée de fonds, de l'ouverture aux États-Unis, de la phase de croissance dans laquelle on était. Et à un moment, en prenant conscience d'une des attentes et d'un feedback d'une personne qui avait passé des entretiens chez nous, en fait, on était trop long. 18 jours, c'était devenu trop long parce qu'aujourd'hui, les candidats postulent à 3 ou 4 offres en même temps. On est dans un marché super tendu, ils profitent des opportunités et c'est normal. Et les entreprises doivent considérer aujourd'hui que pour 4 personnes sur 10, même 2 semaines, c'est trop long. Et alors, on a justement cette notion de se dire, est-ce qu'on s'adapte aux candidats? Est-ce qu'on change des process en interne? Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a un rapport qui s'est... Je ne pense pas qu'il y ait un rapport de force qui est passé côté candidat, mais il y a un rapport qui est équilibré. Et c'est vrai que cette capacité de vélocité, elle compte dans le process de recrutement. Nous, on est passé maintenant à 7 jours en changeant des étapes en interne, en bloquant des plages de disponibilité pour rencontrer les talents, en s'accordant sur le fait que c'était un des critères importants de notre marque employeur. On a des personnes qui ont des offres 20, 30, 40% plus hautes en termes de rémunération. Et parce qu'on dégaine le plus rapidement, on arrive à faire venir ces talents. Je pense que c'est quelque chose à considérer parce qu'aujourd'hui, la capacité dans un marché tendu à revenir vite vers le candidat et à organiser des process rapides, c'est devenu et ça fait partie de quelque chose qui doit être considéré. Transparence sur les salaires, c'est le point dont on parlait avant. Ça a été légalisé en Californie, ça a été légalisé à New York sur les 3-4 derniers mois. On a 9 candidats sur 10
qui veulent connaître la fourchette, pas forcément le salaire, mais la fourchette, en tout cas, avant de candidater. Et c'est normal. C'est un investissement quand je vois des fois la qualité des préparations de certains candidats. Je vois des choses assez dingues, même des fois sur LinkedIn, avec des gens maintenant qui sont très créatifs pour créer des nouvelles formes de CV. C'est un investissement important pour un candidat de passer ce temps-là, pour potentiellement un salaire qui ne correspond pas à ses attentes. On a 45% aujourd'hui des candidats qui sont moins susceptibles de postuler en l'absence de cette mention, en l'absence de la mention de salaire. Donc nous, on n'est pas encore arrivé en France, et même sur Welcome to the Jungle, à quelque chose qui est encadré ou qui est légalisé, mais on le voit. On a beaucoup plus de conversions sur les sociétés. Nous, il y a à peu près un tiers des sociétés qui publient les offres de salaire sur Welcome to the Jungle, et on voit que ça augmente énormément le taux de conversion. Sur l'intégration, la fidélisation, on en parlait tout à l'heure sur l'onboarding. Nous, c'est une période qui est clé. On investit assez fortement chez Welcome to the Jungle. On a 3 semaines qui sont dédiées à l'onboarding et la capacité à comprendre la culture de l'entreprise et rencontrer toutes les différentes équipes. C'est le meilleur moment pour pouvoir comprendre la culture et la vision de l'entreprise, les valeurs, les missions, les attentes du manager, quel va être l'impact également du rôle. C'est à ce moment-là qu'on crée également un sentiment d'appartenance qui est plus haut, et c'est le moment où on crée l'adhésion et donc l'envie de rester. Les conséquences lorsqu'on rate l'onboarding: la réduction de la productivité du collaborateur, un désengagement ou en tout cas un impact sur la charge mentale ou le moral, les coûts, on va en reparler après, mais les coûts directs et les coûts indirects, la mauvaise image de l'entreprise, donc la rémunération, et donc la détérioration de la marque employeur. Ça, c'est terrible dans les chiffres. 22%, enfin presque une personne sur 4, qui quittent leur poste après moins de 45 jours. Donc 1 mois et demi, vous avez mis 5-6 mois à recruter le collaborateur, vous avez eu des coûts directs d'embauche, de canaux de communication, de job board, vous avez des personnes qui se sont rendues disponibles pour onboarder, vous avez donné du matériel, et au bout de 45 jours, il y a une personne sur 4 qui part. Le coût, il est terrible pour l'entreprise. Et quand on regarde les chiffres, je trouve qu'il y a trop large cette fourchette entre 30 000 et 150 000 euros. En fait, on ne sait pas trop où se situer. On a refait un article sur ce sujet-là pour un collaborateur qui gagne en moyenne 40 000 euros par an, qui était le salaire médian en France. Le coût moyen pour une entreprise, c'est 56 000 euros. Donc, il y a 40 000 euros de coûts directs, ce que vous avez dépensé sur le salaire des recruteurs, les canaux, le job board et le coût du collaborateur. Il y a les coûts indirects, donc la charge qui est supportée par les personnes du reste de l'équipe lorsque la personne part, le coût de l'onboarding, le coût de l'offboarding, 56 000 euros pour une seule personne, pour une entreprise pour 6 mois, donc c'est 112 000 euros par an. À l'échelle d'entreprises qui ont un nombre de collaborateurs assez conséquent, on est sur des millions d'euros, mais pour une petite entreprise de 15 personnes, c'est pareil. Enfin, le coût, il est au prorata similaire. Comment est-ce qu'on peut faire pour organiser une expérience d'onboarding qui soit positive? Déjà, le pré-boarding, je vous donne un exemple. Chez Welcome to the Jungle, quand on embauche un collaborateur, on passe un peu comme toutes les boîtes par cette période généralement de préavis. Donc pendant 90 jours, la personne n'est pas disponible. Nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est... moi, j'ai un rappel en mois plus 1, mois plus 2 pour envoyer un petit message à la personne et l'inviter à faire découvrir les bureaux et aller venir déjeuner avec une partie de l'équipe. Dans l'accueil, il y a le temps d'investissement, par exemple, que l'on va fixer sur quelle est la durée de l'onboarding, avec très clair sur les étapes que la personne va passer. Après, on a le matériel, le plan, la formation, le fait d'inclure dès le départ une culture du feedback, qui vont être des choses sur lesquelles les nouveaux arrivants vont être assez sensibles. Ensuite, quand on est dans l'entreprise, je ne regarde pas du tout le temps, l'étape pour les collaborateurs, on en a parlé précédemment sur les personnes qui partent en moins de 45 jours. On a ensuite une autre information sur le fait qu'aujourd'hui, les talents sont un peu plus volatiles. On a un tiers des CDI qui sont rompus dès la première année dans l'entreprise et on a un collaborateur sur 2 qui se dit engagé en janvier 2023. Le fait que ça soit cohérent sur le sujet de la marque employeur pour tous les collaborateurs de l'entreprise, ça se traduit de la manière suivante. D'une, il y a une expérience de travail qui est vécue positivement de la part des collaborateurs.
La communication de la boîte qui doit être transparente, ouverte, avec une appréciation, en tout cas des feedbacks qui soient réguliers, des opportunités de développement professionnel. Alors, il faut que ça soit communiqué de façon claire, accessible à tous pour que ça puisse être le plus inclusif possible. Et on a des valeurs et une culture d'entreprise qui sont fortes et qui sont communiquées de façon claire. Nous, on a mis longtemps, je vous donne l'exemple de Welcome, mais je pense qu'on a une très bonne marque employeur, mais on a mis plus d'1 an et demi là, à déterminer quel était le set un petit peu de valeur, et on ne voulait pas être sur quelque chose qui soit comment dire, trop accessoire ou trop bullshit. Donc on a vraiment passé beaucoup de temps à le faire avec l'intégralité des collaborateurs, à déterminer que c'était quelque chose qui allait être présent dans nos prises de décision. C'est quelque chose désormais qu'on attend en termes de comportement et qu'on vient même déployer sur toutes les phases d'entretien, sur les entretiens également externes et internes. Et on trouve que c'est le meilleur moyen aujourd'hui d'investir aussi sur nos collaborateurs. L'étape 5, on en a un petit peu parlé sur l'offboarding et le départ d'un collaborateur. C'est aussi quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Ce qu'on considère, nous, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui doivent être mises en place et favorisées pour les collaborateurs qui s'en vont. D'une, la capacité à pouvoir répondre à une lettre de démission ou à une personne qui souhaite communiquer son départ. Le fait de communiquer de façon transparente sur les raisons du départ. Donc là, j'ai une collaboratrice de mon équipe la semaine dernière qui m'a annoncé qu'elle voulait se reconvertir pour être prof de sport à Toulouse. Et j'avais déjà été dans d'autres entreprises avant où généralement on cachait jusqu'au dernier moment le départ d'un collaborateur. On n'était pas à l'aise pour expliquer pourquoi est-ce que la personne partait. Et on faisait les choses un peu en catimini. Bon, la semaine prochaine, lundi, j'ai le meeting mensuel avec l'intégralité de l'équipe et on va un peu célébrer ça. Moi, je suis content qu'elle ait pris cette décision en ayant réfléchi à sa prochaine reconversion professionnelle. On fait des articles sur ça toute la journée. Je suis content qu'elle se dise j'ai envie de faire quelque chose de nouveau et qu'elle l'explique à l'équipe. Et je vais lui donner un temps de parole pour qu'elle puisse venir expliquer pourquoi elle avait envie de faire ça, pourquoi elle avait envie de retourner à Toulouse, comment ça l'avait inspiré. Et comme les 3 précédentes personnes qui sont parties, j'espère garder contact avec elle pour savoir comment ça se passe pour elle. L'anticipation de la passation, on en parlait tout à l'heure, un off-boarding qui est mal calculé ou mal réussi. Ce qui va se passer, c'est que moi, si cette personne-là, je n'avais pas déclenché auprès des RH l'ouverture du nouveau rôle, les personnes présentes allaient récupérer une charge plus conséquente. Donc l'équilibre professionnel qu'on leur promettait, il est un peu impacté. Les résultats également. Donc il y a un coût d'opportunité par le fait d'anticiper l'offboarding et donc recruter un nouveau talent pour l'équipe. L'organisation d'un entretien de sortie, donc ça c'est la première chose que j'ai fait. Quand elle m'a dit qu'elle voulait partir, on a pris le temps de pouvoir échanger et je sais qu'elle part le 15 juin. Le 13 juin, j'ai prévu un déjeuner avec elle pour lui dire au revoir, pour qu'elle puisse me réexpliquer les prochaines étapes. Clôture administrative, organisation d'un pot de départ, ça, je pense que c'est des choses qui sont plus standards ou traditionnelles. Mais je vois un énorme avantage, moi, à faire le maximum pour communiquer de façon transparente sur les raisons d'un départ et prendre le temps avec la personne exactement similaire au temps que l'on a pris quand la personne est arrivée. Et le dernier point sur les collaborateurs qui peuvent être des ambassadeurs de votre marque. Moi, je pense que je suis un bon exemple aujourd'hui où chez Welcome to the Jungle, on donne la parole à tous les collaborateurs pour qu'ils puissent venir parler la semaine de 4 jours, qui parlent de la marque employeur, qui parlent de pourquoi est-ce qu'on a envie d'ouvrir aux États-Unis à la fin de l'année. Aujourd'hui, l'entreprise, elle peut s'appuyer sur tous ses collaborateurs pour en faire ses meilleurs sponsors et ses meilleurs ambassadeurs. Parce que l'expérience, moi, toutes les petites anecdotes ou expériences que je vous partage aujourd'hui, c'est un peu ce qui va faire le sel de l'attraction des talents sur de l'externe ou de pourquoi est-ce que j'ai envie de rester aujourd'hui chez Welcome to the Jungle. Aujourd'hui, il y a aussi cette notion où un candidat, il va venir se renseigner, on en parlait tout à l'heure sur la marque ou l'entreprise, mais elle va venir aussi piocher de l'information auprès des employés actuels. Moi, je le vois sur LinkedIn, on vient souvent me contacter pour savoir quelle est l'expérience et ce que je pense de l'entreprise. Et c'est quelque chose aujourd'hui où on a 64% des candidats qui vont déjà avoir de l'information avant de postuler. Et ça passe également par s'être renseigné sur les collaborateurs de l'entreprise. Pour un peu bâtir ou les étapes
déployées pour bâtir la démarche sur ce qu'on appelle des employés ambassadeurs. La première, c'est de construire une culture dans laquelle les employés sont engagés. La deuxième, c'est de communiquer, on en parlait là, ouvertement sur la transparence de l'entreprise et partir avec des communautés internes. Peut-être il y a des gens qui sont plus à l'aise avec des prises de parole, avec le fait de pouvoir publier sur des réseaux sociaux et de prendre la parole pour parler de l'entreprise. Ensuite, il y a quand même une notion de formation et d'accompagnement. Nous, on a la chance d'avoir une ou deux personnes qui ont créé un peu des notes de référence quand on parle de Welcome to the Jungle sur l'externe, sur la semaine de 4 jours, sur pourquoi est-ce qu'on a des convictions fortes sur la localisation de l'emploi ou la flexibilisation du temps de travail. Et la dernière chose, c'est de valoriser la démarche. C'est-à-dire que si on a des employés qui commencent à aller parler de l'entreprise sur de l'externe et que c'est quelque chose qui n'est pas reconnu, valorisé ou célébré, ça va pas encourager la démarche et le cercle vertueux de cette initiative. Bon, c'est le slide qu'ils m'ont donné la semaine dernière, parce que moi, je fais plein de posts sur les choses que je trouve cool chez Welcome, et on a une très forte ambassadrice aussi chez Welcome to the Jungle avec Darina, qui est une fille aujourd'hui qui, chez nous, gère tout le Customer Success, donc la construction des vitrines pour les entreprises, et qui est quelqu'un qui a une grosse résonance, une grosse communauté chez Welcome to the Jungle. Mais on a au moins une personne sur 3 ou 4 qui en entretien nous parle d'elle. En fait, j'ai envie de rejoindre Welcome to the Jungle parce que j'ai vu les messages de Darina sur le fait que sur son jour off, ce qu'elle fait, c'est que sur son jour off, elle va travailler une journée dans une boulangerie, elle va travailler une journée dans un bar, elle essaie d'avoir plein d'expériences professionnelles, de tester de nouvelles choses. Moi, le mercredi après-midi, j'ai 2 petites filles et je reste avec elles. Mais on a des gens qui font des choses assez incroyables et qui font porter cette résonance sur justement nous, notre pratique RH sur le cadre de travail à travers les réseaux sociaux. Et on a une mécanique assez vertueuse sur l'attraction des talents. Quel avenir pour la marque employeur? Je pense que ça serait assez prétentieux de notre part de se dire qu'on connaît l'avenir de la marque employeur. Les petites tendances, en tout cas de notre fenêtre, qu'on perçoit. La première, c'est la politique salariale, qui est redevenue un des critères de choix et un des marqueurs forts des collaborateurs. Des collaborateurs de l'entreprise, mais des talents sur de l'externe. L'employabilité des profils plus seniors, c'est aussi nous des gens qu'on souhaite mieux adresser. Aujourd'hui, on était très connus sur les 18-40 ans. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on doit améliorer pour pouvoir créer de l'éducation, du contenu et favoriser l'emploi des seniors. On est dans une période où on devrait travailler 2 ans de plus, donc on a tout intérêt à investir. Le sens au travail, qui était la revendication des jeunes générations, en tout cas sur les 2 dernières années. J'ai l'impression qu'on est dans un petit changement qui est plutôt pas sur le sens, mais plus sur l'impact, être certain de comprendre pourquoi on fait quelque chose. La flexibilité du travail et le bien-être. La flexibilisation, on en parlait, la localisation et du temps. Transparence, on a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui nous est énormément remonté. J'ai l'impression que nous, chez Welcome to the Jungle, on n'a pas les salaires les plus hauts, mais le fait qu'on soit assez transparent sur la politique salariale, l'équité entre les genres, pourquoi est-ce qu'une augmentation et le pourcentage d'une augmentation sur un nouveau rôle, ça diminue en tout cas la frustration qui peut être perçue sur des notions de salaire. Et l'ère de la personnalisation, je pense que c'est important, nous je le vois également sur notre capacité à pouvoir attirer des talents. J'essaie de faire très attention à ça quand je rencontre quelqu'un d'entretien, j'envoie toujours un petit mot après sur LinkedIn. Alors, ce serait très facile d'utiliser les outils d'intelligence artificielle générative pour avoir une template assez standardisée. Et en fait, je prends toujours le temps de reprendre un élément de la conversation et de le personnaliser pour le candidat, parce que je pense que ça fait vraiment une énorme différence aujourd'hui et qu'on va avoir de plus en plus d'outils qui vont permettre de justement standardiser, automatiser, aller plus vite sur des tâches d'exécution rapide. Mais que la touche personnelle, aujourd'hui, la capacité à humaniser la relation et dans tout le processus de recrutement, elle a un impact qui est plus haut que les notions financières. Est-ce que vous avez des questions sur Welcome, sur la marque employeur? Est-ce que c'était clair?
Des exemples de bonnes pratiques ou d'initiatives? Je vois plein de gens qui prennent des petites notes. Vous faites quoi dans la vie? Moi, ça m'intéresse trop de comprendre. En quoi? À l'université de Lille en Infocom. À Infocom. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'a plus marqué? Nous, on est un peu venus parce qu'on trouvait que la marque employeur, c'était un sujet qui était encore un peu vague pour nous. Et du coup, c'était dans l'idée de mieux comprendre. Et enfin, moi, personnellement, je trouve ça hyper intéressant et hyper important. Et je me reconnais aussi dans les tendances dont vous avez parlé, quoi. Bon, tant mieux. Tant mieux. Étienne, tu avais un commentaire ou un témoignage? Oui, j'ai une question, puisque merci pour le partage et le fait de bien découper les différentes étapes de la marque employeur notamment. Donc ça, c'est intéressant. Même si c'est toujours difficile de l'adapter selon les tailles des entreprises ou des structures. Alors moi, j'ai une question, et c'est pas une question piège, mais quand même, tu nous as dressé un portrait idéal, notamment de l'offboarding. Tu vois, quand quelqu'un s'en va, sauf que ça se passe pas toujours dans la vraie vie comme ça. Des fois, il y a des gens, ceux qui abandonnent le poste. Ça arrive qu'ils abandonnent sans donner de nouvelles. Ouais. Le téléphone ne décroche plus. Le mail, le post LinkedIn ne décroche plus. C'est très, très fréquent. Ouais. Donc, tu ne fais pas de pot de départ. Donc, tu n'expliques pas pourquoi il s'en va. L'abandon est compliqué, en fait, à valoriser. Donc, c'est vrai que comment tu fais, toi, aujourd'hui, quand des fois, ça se passe moins bien. Ouais. Alors, ce n'est pas forcément mal, ce n'est pas dramatique, mais quand ça se passe moins bien, comment on fait aussi pour expliquer ça? Et le valoriser. Ouais, valoriser, je pense que c'est dur. Je l'ai déjà eu. Je pense que la situation chez Welcome, elle est à un niveau qui est extrêmement positif, donc c'est pas le bon référentiel. Mais dans mon expérience précédente, j'étais pendant 8 ans chez Apple et dans le retail. Et donc c'est quelque chose en tout cas auquel j'ai été confronté régulièrement. L'abandon de poste, c'est un moment qui est difficile, je pense, en l'occurrence pour l'entreprise, mais également pour la personne qui le réalise. Je pense moi, j'ai été du côté employeur où je me disais, oui, c'est facile, il ne donne plus de nouvelles. Je l'ai vu dans des cas où, en fait, si on se met à la place du collaborateur, ce n'est pas simple. S'il a déjà été pendant quelques années en contact avec des gens, de ne plus avoir aucun contact avec la personne. Nous, en tout cas, la façon dont je semblais que c'était moins pénible quand même chez Apple, on n'en faisait pas quelque chose de positif, on n'arrivait pas à le valoriser, mais par contre, c'est vrai qu'on en parlait de façon transparente sans le critiquer. J'avais l'impression que cette notion de transparence et de communication, elle permettait de faire redescendre l'inconnu, le niveau de frustration. Donc là, c'est dur pour moi de te dire que, en fait, on va le valoriser. Et chez Welcome, je pense que là, si ça m'arrivait, je ne pense pas que je le valoriserais, mais c'était la notion de ne pas le cacher. Et ça, c'est quelque chose où, par contre, j'ai déjà vu des moments où on essaye et qui peuvent être aussi liés à des aspects légaux, où des fois, on doit également, en coulisses, travailler sur les conditions de départ. Il y a des choses, des fois, qu'on ne peut pas dire. Mais je trouve que d'avoir l'approche la plus sincère possible avec le reste des membres de l'équipe, ça permet de pouvoir minimiser la friction. Et donc ça, c'est sur les notions un peu de transparence, je trouve que l'on revient. Mais non, c'est dur de trouver un côté positif à tout. Alors, un témoignage, voire peut-être même un retour d'expérience d'une entreprise emblématique du territoire. Françoise, je te laisse te présenter. Merci. C'est qui l'entreprise? C'est Noroto. Okay. C'est Noroto, Françoise Roger. Moi, je suis leader communication interne et marque employeur, effectivement, chez Noroto France. Et oui, je te rejoins, la marque employeur chez nous, c'est vraiment important. C'est un sujet qu'on travaille vraiment spécifiquement depuis quelques années. Avec des événements spécifiques, des communications spécifiques. Je vous propose d'aller voir sur LinkedIn tout ce qu'on poste, soit sur le compte Noroto, mais aussi sur le compte de Karine Ramé, qui est donc responsable marque employeur chez nous, des événements, etc. Et puis surtout, elle a réussi, je dirais depuis un peu plus d'1 an, à mettre effectivement en place ce vrai réseau d'ambassadeurs. Et c'est très, très important. C'est pas facile, alors on ne s'est pas forcément positionné au départ en s'appuyant sur des communautés qui existaient déjà. On est vraiment allé chercher des personnes qu'on connaissait un peu à droite, à gauche, et on a essayé de les encourager à nous rejoindre, etc., etc. Et pas plus tard qu'hier, on était encore sur un salon, là, hier à Toulouse, un salon du commerce. Alors on avait nos vendeurs, nos responsables ventes qui étaient là.
Et on avait un stand, on était au milieu du salon avec un stand avec notre radio et notre on va dire, étiquette marque employeur et ambassadeur. Et on est allé recruter, je dirais, des nouveaux en leur expliquant ce que ça a apporté, en quoi ça consistait, etc. Et il y a un leaflet qui a été fait, il y a tout un programme. Et c'est top, franchement, parce que ce sont nos vrais ambassadeurs. Et aujourd'hui, ils publient énormément de choses aussi sur LinkedIn. Ils prennent la parole dans les forums. Ils vont voir les étudiants pour leur parler effectivement de l'entreprise. Et ça, c'est très riche parce que dans notre métier de centre auto, on est, je dirais, face notamment aux constructeurs automobiles. Hein, et on va vraiment chercher les étudiants au départ et ils découvrent chez nous une culture, effectivement, une culture très forte, des valeurs qui sont fortes, de l'entraide, etc. Et tout ça, c'est important de le montrer très, très vite. Donc, ça me parle vraiment énormément. Ouais, c'est trop bien. Et ils sont dans... Vos ambassadeurs, vous les prenez, j'imagine, dans tous les départements. C'est pas forcément Tout une à fait. catégorie. Ah, partout en France. Et justement, Karine a cartographié justement pour être sûr d'en avoir un peu partout. Ouais. Et on va en chercher dans chaque région. Et puis, ils portent aussi nos couleurs sur des événements. Oui, mais c'est Et ça, nous, ce qu'on voit, je trouve que ça crée un sentiment de confiance, d'appartenance pour les collaborateurs sur la boîte m'a fait confiance pour que je prenne la parole. C'est ça. Et ils parrainent eux-mêmes à leur tour. Ouais. Et ça, c'est génial. Trop bien. C'est vraiment génial. Merci. Je rebondis, est-ce que ça veut dire que ça donne une clé peut-être aussi, ce que vient de dire Françoise? Les ambassadeurs, finalement, il n'y a pas un profil type, il y a des personnalités, des leaders naturels ou des gens qui s'expriment plus facilement, indépendamment de leur fonction. On peut avoir tendance peut-être dans certaines boîtes à structurer, dire c'est les managers qui doivent, ou c'est uniquement les personnes qui sont en contact client qui doivent. Finalement, si je comprends bien, c'est aussi par une connaissance fine des personnes, une approche un peu organique que ça peut se faire. Ouais, en tout cas, ça, je pense que c'est très personnel, mais il y a des gens qui ont des facilités pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir motiver, faire preuve d'enthousiasme. Moi, je pense que c'est plus une question de confiance. C'est une question aussi d'entraînement. On a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise au départ. Moi, j'ai des gens maintenant qui font des podcasts chez Welcome to the Jungle et qui sont à tous les niveaux de rôle. Je trouve qu'il faut être assez horizontal sur cette notion de communication. Il n'y a pas... Moi, je suis très content quand je vois Jérémy, notre fondateur, parler de la semaine de 4 jours, mais je suis tout aussi content quand je vois une personne en stage qui fait un post LinkedIn sur des initiatives que l'on porte. Je trouve que ça donne encore plus de résonance parce que on se doute que le CEO, le chef d'entreprise, la personne en charge de la com doit être bon, de toute façon, sur ce genre d'exercice. Mais justement, je trouve que ça fait partie de l'ADN et de la culture quand on arrive à avoir tous les métiers de l'entreprise qui peuvent faire résonner cette communication et les métiers. Ouais. Ouais, je vous rejoins. Ouais, et j'ai une question justement toujours sur la logique ambassadeur. Je me dis qu'en fin de compte, c'est un truc en plus à faire quand on est salarié, de passer du temps à valoriser son entreprise auprès de candidats potentiels. Donc, et on a déjà des journées bien remplies. Donc, comment on réussit à le faire effectivement pour que, pour autant, ça soit déjà pour avoir les bons éléments de langage, enfin sans message bullshit, hein, mais sincère, bien évidemment. Donc, ça nécessite quand même un accompagnement, je pense. Des équipes RH, des équipes de com, etc. Et puis une autre question, alors je ne sais pas si... elle est un peu liée aux ambassadeurs, mais dans la marque employeur, il y a souvent aussi des problématiques et des solutions de cooptation très concrètes. Est-ce qu'on différencie en fin de compte ambassadeur et coopteur? Je ne sais pas si j'ai la réponse aux deux questions. Nous, à notre échelle, on a de l'accompagnement sur, on en parlait tout à l'heure, des fiches un petit peu, des points clés qui résument ce que l'on souhaite traduire sur de l'externe. Mais on n'est pas obligé de s'appuyer dessus, on n'est pas forcé de les consulter, mais il y a cette aide-là de départ. Et hier, j'ai fait un podcast à Paris sur justement la culture des équipes commerciales chez Welcome to the Jungle, et j'ai reconsulté un petit peu la fiche sur les 2-3 points clés. Pour une intervention comme aujourd'hui, on m'avait donné, il y a des slides qu'on peut utiliser sur justement la marque employeur, que j'ai reconsulté un peu dans le train ce matin, mais ça, je trouve que c'est des supports qui nous aident. Ce qui est plus difficile des fois, et je pense qu'on passe tous par là à un moment, c'est de se sentir en responsabilité légitime, pas avoir de syndrome de l'imposteur pour pouvoir venir parler.
moi, à mon échelle personnelle, c'est le fait de le faire souvent, je trouve, qui me rassure. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, la première fois, c'est un peu des palpitations avant de parler de ça, quand j'étais devant mes équipes ou sur l'externe. Maintenant, je trouve que c'est... je suis content même de ne pas passer 15 ans à regarder ça et essayer de répondre à des questions un peu en live. Pour le deuxième point, non, je ne pense pas qu'on ait encore la taille d'entreprise qui nécessite d'avoir une standardisation du process sur la cooptation d'ambassadeurs. Mais je comprends que pour des entreprises qui sont plus conséquentes, de le structurer, ça devient une nécessité, mais qui est plutôt pour une question d'organisation. Nous, on l'a sur la cooptation des nouveaux collaborateurs, sur l'externe, mais des ambassadeurs, je pense que c'est plus une notion là de typologie. On arrive encore à notre échelle, nous, à le faire, mais c'est possible qu'à un moment, on soit dans le cas d'entreprises un peu plus conséquentes. Je rebondis sur la question de Ludovic et ta réponse. Est-ce qu'il n'y a pas un ingrédient quand même qui est fondamental et qui doit se cultiver et qui ne se décrète pas? C'est la confiance finalement. Ouais. Parce que moi, collaborateur, je dis bon, j'ai envie de m'exprimer, pourquoi pas? J'ai vécu une belle expérience, mais avec mon smartphone, est-ce que si je prends une vidéo un peu do it yourself pour parler, est-ce que je vais pas franchir certaines lignes corporate? Parce que voilà, on est dans une culture encore très corporate en France, etc., etc. Est-ce que si je dis un mot qui n'est pas exactement le bon mot, etc., est-ce que je ne vais pas me faire recadrer? Est-ce que je ne vais pas finalement me desservir moi et mon entreprise? Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui? Ouais, mais ça, pour moi, ça c'est la marque employeur de la boîte qui le définit sur la communication qu'on peut tenir et avoir, la notion de confiance. En fait, elle peut être très encadrée. Chez Apple, on n'avait pas le droit de communiquer sur les réseaux sociaux. On n'avait pas le droit de communiquer sur de l'externe. Et en fait, ça faisait partie de la culture de Welcome, d'être dans cette culture du secret. Et en fait, moi, j'étais très confortable avec ça. Mais c'est une notion de confiance, en fait. Elle nous donne la confiance de respecter cette culture. Et nous, on lui donne la confiance de ne pas franchir ces lignes-là. Chez Welcome, c'est quelque chose qui est très différent. On a une culture qui est, je pense, plus ouverte à mettre en résonance la parole des employés sur de l'externe. Et je pense que ça nous sert plutôt favorablement. Et cette notion de confiance, elle va aussi dans le sens de moi, de collaborateurs qui me font confiance et qui me demandent à certains moments est-ce que je peux échanger sur cette thématique et sur ce podcast. Et j'ai toujours oui, mais parce qu'on n'a pas une notion de contrôle qui est aussi forte et on n'a pas les mêmes enjeux qu'une boîte comme Apple aussi. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a fait attention à recruter des gens qui sont autonomes, qui sont intelligents, qu'on a été transparent sur ce qu'on souhaitait faire, sur la vision, les valeurs qu'on met à disposition du contenu, on crée quand même le maximum de conditions pour que ça puisse être fait de façon positive. Plus d'avantages que de risques. Ouais, et puis, dériver sur un mot, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu plus humain et c'est cette notion de se dire que je pense que chaque personne qui est dans l'entreprise en vrai est capable de parler de son entreprise. Et oui, avec différentes échelles de possibilités. Ouais, merci en tout cas d'avoir écouté. Merci beaucoup Adrien Vicard. Évidemment, on te retrouve à 15h pour une autre partie finalement très liée au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Animé par Coraline. Coucou Coraline. Et là, on va parler de qui alors? On va parler des candidats. Des candidats. C'est plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Apparemment, il y a des nouvelles attentes, c'est ça? Ça change un peu, ouais. On en a un peu parlé, mais on reviendra dessus. Ça marche. Merci. Rendez-vous à 14h. Et puis, vous le savez, le programme du Hub Emploi Formation continue. Des pitchs métiers, des ateliers. Évidemment, nos partenaires exposants qui sont là aussi pour vous renseigner. À tout à l'heure. Et puis, bonne suite d'expériences et de parcours aujourd'hui au sein du Hub.